La guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine a remis sur le devant de l'actualité stratégique la menace nucléaire. Plusieurs responsables russes et Vladimir Poutine lui-même ont évoqué cette menace nucléaire, laissant entendre que Moscou pourrait utiliser l'arme nucléaire sans trop dire dans quelles circonstances. Alors, c'est la théorie classique de la dissuasion. Si vous attaquez mon territoire, moi qui suis pays nucléaire, je peux vous attaquer. Mais cela suscitait un mouvement de peur dans une grande partie de la population. Beaucoup de gens se sont demandé, y compris en France, si Poutine n'allait pas, par rapport à la guerre d'Ukraine, et non pas par rapport à une extension de la guerre sur le territoire russe, utiliser l'arme nucléaire. Et donc cela a créé une très grande vague d'inquiétude par rapport aux intentions de Vladimir Poutine. Cela faisait très longtemps, parmi les différentes crises internationales, qu'un pays n'avait pas mis en avant sa qualité d'état nucléaire et les dommages qu'il pourrait faire subir à d'autres pays s'il prenait la décision d'utiliser ces armes. Alors face à cette peur, sans doute que les campagnes pour le désarmement nucléaire vont reprendre. Il y a quelques années, la campagne d'interdiction des armes nucléaires avait reçu le prix Nobel de la paix et très régulièrement, il y a des campagnes pour demander aux pays nucléaires d'abandonner, de renoncer et d'aller vers un désarmement nucléaire général et complet. Barack Obama avait même évoqué l'idée que les États-Unis pourraient reprendre ce chemin. En réalité, les 5 pays nucléaires officiels, États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni et Chine, ne sont pas prêts à renoncer aux armes, malgré l'engagement très lointain qu'ils ont pris dans le TNP. Mais donc, une fois encore, on va certainement avoir des campagnes d'opinion, les ONG, des intellectuels, des syndicats, etc., pour demander le désarmement nucléaire général et complet, qui est un objectif du traité de non-prolifération, mais un objectif très lointain, qui n'a pas de calendrier. Mais il y a un autre volet nucléaire en cette crise, non pas qui pourrait conduire au désarmement, mais qui, au contraire, pourrait conduire à la prolifération. Les pays de l'OTAN se sont déclarés solidaires de l'Ukraine, mais ils ne veulent pas rentrer en guerre contre la Russie. Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer en guerre contre la Russie? C'est bien parce qu'elle a des armes nucléaires. Lorsqu'ils ont voulu régler le problème du Kosovo en 1999, ils se sont lancés dans une guerre contre la Yougoslavie parce que la Yougoslavie n'avait pas d'armes nucléaires. Et si Milosevic, à l'époque, avait eu l'arme nucléaire, il est douteux que les pays de l'OTAN se soient lancés dans une guerre contre lui. Et donc, en fait, beaucoup de responsables, de leaders vont se dire, mais finalement, le nucléaire, oui, ça protège, on peut se sanctuariser. Et donc, cette différence d'attitude, le fait que l'on dise, que l'on admette presque officiellement qu'on n'attaque pas la Russie parce qu'elle a des armes nucléaires, pourrait inciter d'autres pays à vouloir se sanctuariser en ayant des programmes d'armement nucléaire. On pense bien sûr à l'Iran. Peut-être que l'Iran se dit, mais finalement, est-ce une bonne idée de renoncer définitivement à l'arme nucléaire? Et peut-être que Trump a rendu service au régime iranien en lui permettant d'échapper à ses obligations qui lui interdisaient la voie du nucléaire militaire. Et peut-être que là, les ayatollahs peuvent y réfléchir à deux fois. Et certains dictateurs, ou même d'autres chefs d'État, peuvent se dire qui peut réellement garantir ma sécurité? Est-ce que l'on peut croire à la promesse d'un pays tiers de venir me défendre si je suis attaqué? Ou s'il vient me défendre en me livrant des armes une fois que la guerre a commencé et qu'une partie de mon pays est déjà détruite et qu'une partie de mon territoire est déjà occupée, c'est trop tard. Et donc, en fait, il pourrait y avoir une incitation à la prolifération, Proche-Orient, dans d'autres pays, des pays qui se sentent menacés pour leur sécurité pourraient se dire « Ah, mais finalement, l'arme nucléaire peut être une solution ». Car finalement, certains leaders pourraient se dire quelle est la différence entre Kim Jong-un, Saddam Hussein ou Kadhafi? C'est qu'il y en a un qui a l'arme nucléaire, il est toujours au pouvoir, les deux autres n'en avaient pas, ils ont été éliminés. En 1992, il y a donc 30 ans, j'avais écrit ce livre, Vive la bombe, au titre, je l'admets, provocateur, et je disais, il y a beaucoup de modes sur le monde post, la fin des, on parlait de la fin des territoires, le monde post-nucléaire. Je mettais en garde contre les espoirs ou les rêves de mettre fin rapidement à un monde nucléaire en disant que les armes nucléaires allaient survivre à la disparition du clivage Est-Ouest. Je consacrais même quelques chapitres à l'ex-Union soviétique. Et j'écrivais, on peut comprendre dès lors que l'Ukraine, face à la Russie, ne veulent pas tout à fait lâcher la capacité nucléaire qui pourrait constituer un formidable égalisateur de pouvoir face à des voisins beaucoup plus puissants. Si les tensions entre l'Ukraine et la Russie devaient encore monter, faut-il mieux, pour éviter le risque de guerre,
voir s'opposer deux États aux forces très inégales, où la dissuasion pourrait-elle jouer en faveur de l'Ukraine. On sait que l'Ukraine a renoncé à l'arme nucléaire, mais que finalement les garanties de sécurité qui lui ont été données n'ont pas été respectées. Donc il y a un risque finalement de prolifération. Alors bien sûr, pour un pays, aller vers l'arme nucléaire, c'est un chemin long. Il y a toutes les chances qu'il soit identifié, qu'il ne reste pas clandestin. Mais on voit finalement que le nucléaire revient en force et qu'il va y avoir, suite à cette guerre d'Ukraine, des fortes campagnes pour le désarmement, des campagnes publiques, mais peut-être aussi des campagnes plus secrètes, plus clandestines, pour aller vers la prolifération.